business model, parce que comme ce que je viens de vous expliquer, quelle était mon activité, on a un business model qui est un peu particulier et innovant. Est-ce que déjà vous connaissez la différence entre un business model et un business plan? Ouais? Non? Oui. Ouais? Tu peux nous dire ce que c'est pour toi la différence entre un business model et un business plan? Le business model, ce sera plus comment est-ce que l'entreprise est capable de réaliser du chiffre d'affaires et du bénéfice sur son activité, alors que le business plan, ça va plus être la structuration déjà du business en lui-même, tous les intervenants. Alors c'est l'inverse. Ah. Le business model, c'est la cartographie de l'entreprise en effet, et le business plan, c'est le fameux tableau Excel qu'on vous demande sur 3 ans pour nous dire est-ce qu'on trouve la différence entre vos charges fixes, vos charges variables et votre chiffre d'affaires se fait à l'équilibre de ce qu'on appelle un compte de résultat. Mais dans l'idée, c'était ça. Donc faites attention, les experts comptables vous demandent un business, les banques, les financiers vous demandent un business plan et un business model. Donc vous devez avoir les deux. Ça ressemble à un business model. Un business model, donc il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous parler de la méthode qui est la plus connue, c'est le business model Canva, qui n'a rien à voir avec l'application Canva pour faire des visuels et des dessins, en fait, enfin, des logos. Un business model, c'est en 9 parties. J'aime bien dire que cette partie-là, c'est le haut de l'iceberg, et cette partie ici, c'est le bas de l'iceberg. Quand je parle d'iceberg, c'est vos entreprises. Je vous ai pris Netflix, on ne va pas rentrer en détail. Cette presse de 30 minutes, c'est ce qu'on fait en 21h chez nous. Donc du coup, on va devoir aller un petit peu vite. Si Laura me laisse la première partie, donc comme vous avez pu voir, on a 9 parties. Je vais vous expliquer très rapidement ces 9 parties. Et ensuite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là tout le week-end et je passerai dans les groupes pour en parler. La première partie, c'est ce qu'on appelle le persona. Je pense que Greg en a peut-être parlé un peu. Le persona, le client cible, votre cœur de cible. Vous pouvez entendre, c'est essentiellement les termes que vous allez pouvoir entendre. On va faire un petit exercice. On va voir l'importance du persona. Si je vous parle de Jess, elle est graphiste indépendante, elle a 22 ans, elle est en couple sans enfant, elle vit chez ses parents, elle voyage 6 mois sur 12, elle a fait 3 voyages humanitaires, elle consacre son budget au voyage, elle se déplace en vélo, elle est végétarienne. Qui peut être intéressé par ce persona? Pauvre Jess. Ok. Si je vous parle de Marina, elle est influenceuse, elle a 25 ans, célibataire, sans enfant, elle vit à Lyon 5, elle aime la photo lifestyle, elle est passionnée par les nouvelles tendances de nail art, elle fait des achats essentiellement sur Amazon et elle consomme beaucoup de fast-food. Qui peut être intéressé par Marina? Ouais? Oui. Robert et Denise, ils sont retraités, 75 ans, en couple, 5 enfants, 8 petits-enfants. Ils vivent dans une maison à Vieux-Gy depuis 75. Ils viennent d'acheter un camping-car, pardon. Ancien cap chez Mobalpa, il gagne ses petits-enfants, il a un smartphone, il utilise les réseaux sociaux, il brasse sa propre bière, il aime découvrir de nouvelles gastronomies. Qui peut être intéressé par Robert ou Denise? Ouais. Ouais, ok. Vous voyez la différence entre... La différence enfin, la raison pour laquelle il faut cibler un persona et avoir un cœur de cible, c'est qu'en fait, on ne communique pas de la même façon à Robert et Denise, à Marina et Jess. On ne leur vend pas la même chose, le canal de communication n'est pas le même, la proposition de l'offre n'est pas la même. Donc c'est hyper important, tout par de là, de connaître votre marché et de connaître votre persona. En fonction à partir du moment où vous aurez sélectionné votre persona, celui qui sera intéressé par votre offre, vous allez savoir comment communiquer, comment mettre en place une stratégie. Il y a certains business, je vois l'équipe de Vite à table, vous pouvez avoir 2 personnages, la communauté, du B2B et du B2C. Donc il faut absolument le prendre en compte, on n'en dénigre pas un. N'ayez pas peur de vous nicher, je vais vous parler de Zara. Zara, son client cible, c'est la personne qui est grande, mince, influenceuse, citadine, qui bosse dans la com, très fashion victime, très sur les tendances et Instagram. C'est pas moi, j'ai déjà acheté des vêtements chez Zara. Donc n'ayez pas peur de vous nicher, vous n'allez pas vous fermer, bien au contraire, vous allez être des experts dans votre domaine d'activité. Vous allez devoir identifier les ambitions et les rêves de vos personas, parce que ça, ce sont vos promesses de vente. C'est ce qui va faire que votre objectif, ça va être de créer l'offre qui va permettre à votre persona, à votre client cible, d'accéder à ses rêves et d'atteindre ses ambitions.
Vous devez absolument, à partir de maintenant, de devenir le héros de votre client cible. Vous allez devoir identifier également ses peurs. Ses peurs, c'est déjà imaginer ce que vous allez pouvoir lui proposer comme solution, adapter votre offre pour calmer ses angoisses, lui améliorer la vie, lui changer les idées. N'oubliez pas, vous êtes le héros de votre client cible. Je vais vous parler rapidement de Fempo pour qu'elles puissent trouver leur persona. Est-ce que vous connaissez cette marque Fempo ? Ce sont les premières culottes de règles françaises. Donc elles n'ont pas inventé le concept de la culotte de règles, mais par contre elles ont emmené la culotte de règles en France. Elles sont parties avec 250 balles, elles étaient couturières, elles ont interrogé pendant des mois leur clientèle, mais elles leur ont pas demandé cette fameuse question: combien seriez-vous prêt à mettre pour acheter cette culotte? On s'en fout de ça, combien ils sont prêts à mettre. Combien ils sont prêts à mettre, c'est votre tableau Excel qui va vous le dire en fait. C'est pas votre client. Donc elles ont demandé: qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez vos règles? Racontez-moi, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire? Racontez-moi comment vous vivez votre expérience de ce mois. Et ensuite, elles ont défini leur persona et elles ont proposé une offre par rapport à leur persona. Ça a cartonné en 48 heures, elles ont eu plus de 3000 réponses. 1 an plus tard, elles faisaient 1 million de chiffre d'affaires. 3 ans plus tard, elles étaient 35 à travailler. Donc, la seule occupation que vous avez, c'est de interroger votre persona, interroger votre marché et créer l'offre adaptée. Le petit ballon. Est-ce que vous connaissez le petit ballon ? Martin Ohanessian a créé le petit ballon il y a une dizaine d'années. Et au début, il avait un seul persona. C'était celui-ci. Quand on va directement... Donc, le petit ballon, c'est une box de ballon, de vin, qu'on peut recevoir en abonnement, sans engagement ou avec engagement sur les spiritueux. Quand on arrive directement sur son site, on voit tout de suite quel est le persona du petit ballon. Il en a 4 aujourd'hui, il a 10 ans, c'est ok. Il a les novices qui veulent découvrir des nouveaux vins. Il y a ceux qui sont un peu plus engagés pour avoir avec une box avec un engagement environnemental. Il y a ceux qui vont encore plus loin parce que là en fait on parle de biodynamie. Et ensuite il y a ceux qui sont déjà fans de vin, qui aiment le vin, qui connaissent bien, qui sont des experts, mais qui peuvent avoir quand même être étonnés par les box du petit ballon. Vous voyez, le persona, on le retrouve dans votre communication sur votre site internet. C'est le moment où en fait les personnes vont s'identifier. Je suis sommelière de métier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: ah putain, mais ça c'est moi. Moi je veux faire des dégustations de haut vol, c'est carrément ce qui m'intéresse. Donc je me suis reconnue. Votre persona doit se reconnaître sur votre site internet, sur vos canaux de communication, sur vos comptes Instagram, surtout la façon dont vous allez délivrer votre offre. Je vais hyper vite. On a fait le persona. La deuxième chose, c'est justement votre offre. Je vais vous parler d'océan bleu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion d'océan bleu ? Ouais. L'océan bleu, en marketing, c'est la partie de l'océan où il y a personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des profs de yoga sur Annecy, il y en a 157. Si vous arrivez et vous nous dites: bonjour, je vais être prof de yoga, je pense qu'il y a un marché. Oui, par contre, il va pas falloir mettre un lotus sur ton logo. Il va pas falloir s'appeler Boudi quelque chose. Il va falloir se différencier. C'est comme ça que Lola, quand elle a travaillé son océan bleu, a créé le studio décomplexé, où le logo de la personne, c'est une femme ronde et qui essaye de faire un chien tête en bas complètement raté. L'océan bleu, c'est là où tous vos concurrents sont et vous devez vous différencier de ces concurrents. Il y a un marché pour tout. La seule chose, c'est de trouver l'océan bleu. Il y a une méthode qui est très longue, mais que vous devez absolument faire pour trouver votre océan bleu, c'est un tableau d'analyse. Ce fameux tableau, vous prenez ici une 50aine de vos concurrents. Vous listez ici tous les critères que vous voulez analyser: charte graphique, qualité du site internet, réseaux sociaux, blog, podcast, l'équipe, tous les critères qui peuvent vous intéresser, et vous mettez des codes couleurs. Et donc là, pour l'exemple, l'atelier Colibri, tout ce qui était en rose, donc ça on voit là, on voit par ici. Tout ce qui était très en rose, c'était là où en fait elle pouvait aller. Je vais vous donner l'exemple de nous, comment on a fait notre océan bleu. En fait, je vous ai parlé de tiers-lieux, d'écoles
et d'espaces de coworking, notre principal concurrent reste la CCI. On a été voir tout ce que faisait la CCI. Donc la CCI, quand vous arrivez, les locaux sont magnifiques, c'est immense. Vous avez une jolie secrétaire, une secrétaire très sympa qui à l'accueil vous dit vous êtes dans la salle numéro 13, salle numéro 14. Nous, on a pris 200 mètres carrés, on a pris une happiness manager et on vous reçoit avec le café et un petit déjeuner bio et en zéro déchet. Les formations à la CCI sont, à l'époque en tout cas, sur une trentaine de personnes. Nous, on a dit on fera pas plus de 10 personnes. Les formations à la CCI sont données par des formateurs. Nous, on a pris des experts dans leur domaine. Et ainsi de suite, et on a fait notre océan bleu. C'est comme ça qu'en fait, on a réussi à se démarquer de notre concurrence. L'autre chose que vous devez aussi absolument voir, c'est le en ligne et le en présentiel. Oui. C'est vraiment les études comparatives, en fait. Ouais, de votre concurrence. Ouais. Et je vous expliquerai tout à la fin ce qu'il faut faire régulièrement. Donc oui, une étude comparative très très poussée de la concurrence. Et surtout ne vous dites pas, hier j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu que mon concurrent il faisait quand on achetait 3 offres chez lui, il faisait moins 15%, du coup moi je vais faire moins 20% pour 3 offres. Absolument pas, non. Non, on fait pas ça. Déjà on fait pas de rabais sur vos offres, vous vendez au juste prix. On n'est pas Lidl, on fait pas des promos, mais et en fait donc l'idée c'est qu'en fait si votre concurrent fait ça, vous faites l'inverse, même en communication. Si votre concurrent tous vos concurrents, personne n'est sur Instagram, foncez sur Instagram. Si personne n'a de podcast, foncez sur le podcast. En strat de com, c'est la meilleure stratégie à prendre. Je vais vous parler de personnes qui ont créé des océans, qui ont travaillé sur des océans bleus. Je ne sais pas le prénom, ça s'appelle le Corridoré, cette jeune femme. En fait, elle fait du cake design. Et le cake design, vous pouvez en voir en France, vous savez, c'est ces fameux gâteaux de mariage qui sont complètement décorés. Il y en a plein, vous tapez cake design sur un site, il y en a une quarantaine. Sauf que elle a joué sur ses origines. Et du coup, en fait, elle fait du cake design, mais elle a mis toutes ses origines africaines dedans. On est complètement sur un océan bleu, le produit est le même, sauf qu'en fait, elle nous a pas collé une Reine des Neiges ou un petit Mickey pour le gâteau d'anniversaire. Je vais vous parler de Karen. Non, je parle que d'elle. Oh, je suis déçue. J'ai pas le temps. Donc voilà comment vous devez créer votre offre. Vous devez déjà vous pouvez aller voir le site de Karen. Je vous le redonnerai tout à l'heure parce que c'est Radza Simambidi, ou je ne sais plus exactement. Et en fait, ces offres sont hyper claires et hyper canon. La première chose, vous devez créer un nom de votre offre et sa promesse de vente. Son offre s'appelle identité visuelle. Faites attention, partez pas dans tous des délires de fou pour donner des noms à vos offres. Pensez au SEO de votre site internet et pensez que les gens ils doivent comprendre ce que vous faites. Son offre s'appelle identité visuelle. On a deviné, Karen est graphiste. Elle explique sa promesse de vente. On va avoir un logo, ok, mais on va avoir plus que ça. On veut que les gens qui voient le logo ressentent des choses fortes. On veut qu'elles se sentent connectées à la marque, à nos valeurs, à notre univers, à notre promesse. Concrètement, le prix, on s'en fout quand on est appelé par ça. Si en fait si nos valeurs à nous, c'est justement de se sentir différent. Karen nous a embarqué tout de suite avec sa promesse de vente. Ensuite, sur vos offres, vous devez parler de la transformation promise. Pour ça, les 3 bonnes raisons d'avoir une identité visuelle. 3 bonnes raisons d'avoir l'application VitaTab. Je suis désolée, je ne connais pas vos business. 3 bonnes raisons. Est-ce que vous pouvez me dire, ton business, c'était quoi? C'est de l'approvisionnement pour des industries. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Ouais. 3 bonnes raisons de passer par ta plateforme. Vous devez faire en sorte que votre persona comprenne en 3 raisons pourquoi il va devoir passer par vous. Et on détaille l'offre, absolument. On met des chiffres, on n'a pas peur que la concurrence vienne voir nos chiffres. On est hyper transparent, tout simplement parce que quand vous allez recevoir 15 demandes, bonjour, je voudrais passer par votre offre, est-ce que vous pouvez me faire un devis, et qu'en fait la personne n'a aucune idée de ce que vous valez, vous allez perdre du temps à répondre, à faire un devis, et vous aurez un taux de transformation qui sera mauvais. Mettez vos prix et mettez ce qu'il y a inclus dedans pour que les gens comprennent pourquoi on va payer 2 000 € hors taxe. Il y a 3 et 3, 6, il y a une douzaine de points. Ok, je sais pourquoi ça vaut 2 000 €. Donc n'hésitez pas à détailler au maximum pour que le client comprenne parfaitement votre offre. Et on met en avant sa spécialisation. C'est le moment de mettre en avant toute votre expertise.
et de vous nicher. Quand on est photographe, on ne peut pas mettre qu'on est photographe culinaire, photographe de mariage, photographe de naissance, photographe archi. On choisit une spécialisation et on y va à fond. Quand vous vous mariez, vous ne faites pas appel à quelqu'un qui prend aussi en photo des verres de vin, des crabes et des personnes et des appartements en Airbnb. Vous prenez un photographe de mariage. Mettez en avant votre spécialisation, mettez en avant vos valeurs, mettez en avant vos missions, et c'est le moment de vous nicher. Quand on fait du yoga, quand on est prof de yoga par exemple, on peut être prof de yoga pour des personnes qui n'aiment pas le sport. Quand on est coach sportif, on peut être coach sportif pour des femmes qui viennent d'accoucher. Spécialisez-vous, devenez un expert dans votre domaine, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vous différencier. On a fait 2 parties. Troisième partie, la relation client. Il y a 2 stratégies complètement incontournables. On va à la conquête de son marché et on fidélise son marché. Il y a quelque temps, il y a une personne qui me dit faut que je trouve des nouveaux clients parce qu'en fait, il faut que je développe mon chiffre d'affaires. Je suis OK, ça fait 3 ans que tu existes. Est-ce que tu as une base de fichiers clients? Ouais, j'ai déjà 5000 personnes qui sont venues chez moi. Mais si ces 5000 personnes viennent chez toi tous les mois, en fait, si on les fait revenir à chaque fois, c'est pas beaucoup plus simple. Donc, à partir du moment où vous avez des clients, vous en faites des ambassadeurs et vous en faites des clients à vie. On les garde toute votre vie, toute la vie. Et je vais vous parler de stratégie de conquête et de fidélisation. Vous connaissez le Super Daily? Alors, si vous ne connaissez pas, je vous conseille 1000 fois d'aller sur Deezer, Spotify et de commencer à écouter leur podcast. Super Daily, c'est 3 mecs qui, en fait, tous les jours, décryptent en 15 ou 20 minutes l'actualité des réseaux sociaux. Sauf que ça fait bientôt 5 ans qu'ils font un podcast journalier. D'un moment, on se dit, tiens, c'est chelou quand même, les mecs, ils mettent une énergie de dingue à faire un podcast. Et en fait, derrière, il y a Supernatif, qui est une boîte de com à Lyon, la plus grosse boîte de com à Lyon. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils sont passés de 5 à 35 salariés en 2 ans, ces 2 dernières années. Leur stratégie de conquête, ils s'emmerdent pas à aller chercher des clients, c'est le podcast. Grâce à leur podcast, ils sont devenus des experts sur les réseaux sociaux et on les appelle pour faire de la stratégie de com sur les réseaux sociaux. Les fabuleuses au foyer, est-ce que quelqu'un connaît? Charlotte a commencé il y a 5 ans à écrire des mails à une communauté. Pendant 5 ans, tous les matins, elle a envoyé les fabuleuses au foyer. Elle a envoyé, en vrai c'est plus de 10 000, c'est 170 000 personnes, j'ai pas mis à jour. 170 000 personnes ont été inscrites sur sa base de newsletter pour recevoir un mail tous les matins. Son persona, c'est des femmes au foyer un peu en burn-out. Mais derrière, en fait, ça, il y a des livres, il y a des événements payants, des séminaires, des week-ends. Aujourd'hui, elle est chroniqueuse dans Le Point et elle est partie d'envoyer un mail à des mères au foyer. Ça, c'est sa stratégie de conquête. Le filtre, quelqu'un connaît le filtre? Bon, je vous conseille de vous inscrire également. Le filtre, c'est une newsletter qu'on reçoit tous les jeudis matins, il me semble, qui en fait, en gros pour ceux qui ne regardent pas l'actualité, qui ne regardent pas les journaux, eux ils décryptent un peu tout ce qui se passe, ils vous donnent des tips, ils vous expliquent un peu l'actualité en mode un peu décomplexé, sauf qu'en fait c'est hyper qualitatif, mais derrière il y a des annonceurs qui font vivre un blog et le newsletter et une équipe de 40 personnes. Ça, c'est une stratégie de conquête. En stratégie de fidélisation, je vais vous parler de Back Market. Back Market, vous savez, c'est l'application où on achète du matériel reconditionné. Enfin, pas l'application, le site où on peut acheter du matériel reconditionné. 6 mois après, Back Market, il vous lâche jamais. Il prend des nouvelles de ce client et il vous offre un bon d'achat à transmettre à d'autres, à des potes à vous, un peu à la Boursorama. Back Market, si vous avez déjà acheté chez eux, vous verrez que vous allez recevoir un mail à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 1 an. Ils ne vous lâchent jamais. C'est des mails un peu fun. Je vous ai pas tout mis là. Mais c'est des mails un peu fun. C'est une vraie stratégie de fidélisation. Ils font en sorte qu'on ne les oublie jamais. Et puis Decathlon reste le roi de la fidélisation. Aujourd'hui, ils ont carrément une communauté de dingue sur Discord. Ils proposent des défis, des challenges, des tutos. Il y a même un café des sports. Discord, vous connaissez? Ouais, les gamers peut-être, c'est Discord, donc c'est une plateforme. C'est un peu l'ancien des blogs en fait, les skyblogs.
C'est pas très beau, mais c'est vraiment canon. Donc Discord a une communauté, Decathlon a une communauté énorme sur Discord qu'ils alimentent. Et en fait, on a une vraie... pour le coup, dès qu'on a besoin de quelque chose, on sait que c'est vers Decathlon qu'on se tourne en matériel de sport. Decathlon a également une application pour tout, une application rando, camping, course à pied. Ça, c'est ce qu'on appelle également de la fidélisation. Ils ne gagnent pas d'argent avec leur application. Il n'y a aucun moyen de monétiser. Ils fidélisent juste leur clientèle. La fidélisation, quand vous avez un client, n'oubliez pas, non seulement vous êtes son héros, mais vous en faites un client à vie. Quatrième point du business model, les canaux de distribution. L'idée, c'est que vous devez offrir à votre client une expérience client où l'effort est minimal. L'expérience client, c'est votre parcours au sein de votre entreprise. Que vous ayez un point physique, un site internet, ça doit être le plus simple possible. Quand on fait 12 clics pour pouvoir aller acheter quelque chose, c'est pas possible. Si vous changez vos horaires de votre boutique tous les 3-4 matins parce que vous avez poney un anniversaire, un cours de yoga, ça ne marche pas non plus. Vous devez fixer une expérience client, un tunnel de vente, et on reste sur ça. Je vous parle des canaux de distribution. Je vous parle de l'école des traverses qui a été créée par My Little Paris. C'est une école de la créativité. Tout se fait en ligne. C'est d'une simplicité. Vous pouvez prendre un abonnement à 9,90 € par mois et vous avez accès à peu près 200 cours autour de la créativité. En 3 clics, vous avez accès à 200 cours. C'est d'une simplicité déconcertante, mais ça marche. Vous avez donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des différents canaux de distribution que vous pouvez avoir. Donc le en ligne avec My Little Paris. Vous avez un point de vente fixe en drive. Je ne sais pas si vous connaissez Clémentine, elle a créé à Annecy la cueillette du colibri. C'est un drive zéro déchet. Son canal de distribution, c'est un point de vente en drive. Elle a une partie en ligne parce qu'on commande, mais on passe chez elle pour récupérer. Son principal concurrent, c'est Auchan. Les points de vente éphémères. Est-ce que vous connaissez Léna Situation, Léna Mafouf, qui est en fait une des plus grandes influenceuses aujourd'hui sur Instagram, enfin sur tout réseau confondu d'ailleurs. Elle a créé un hôtel éphémère, ça c'est une boutique éphémère. Réfléchissez vraiment aux points de vente éphémères. Quand on sait qu'aujourd'hui, une entreprise, une boutique, un restaurant fait son meilleur chiffre d'affaires de l'année dans les 45 premiers jours, est-ce que ça vaut pas le coup d'ouvrir 45 jours, refermer, aller ouvrir ailleurs, 45 jours, refermer, aller réouvrir ailleurs? Ça a été testé. Au Canada, ils sont très très forts pour ça. Il y a même des restaurants qui ne sont que des restaurants éphémères. Léna Situation a fait avec son hôtel Mafouf, qui était donc du coup un restaurant, une boutique, a fait des millions de personnes qui ont fait la queue pendant un mois, en plein mois d'août à Paris, pour venir acheter ses bougies, ses joggings ou boire ses smoothies. On savait que ça allait durer 30 jours, ça s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Même moi, pourtant elle a 20 piges et c'est ma fille de 20 ans qui en est fan, j'ai failli y aller pour aller voir le truc tellement ça me paraissait dingue. Donc pensez à l'éphémère, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a le côté ambulant, ça c'est les agités du Biocal. C'est drôle, ils sont passés sur M6 là, il y a quelques jours. Eux, ils ont donc c'est la même chose que Clémentine. Le business est le même. C'est de la vente en vrac et en zéro déchet. Sauf que Clem, elle est en physique et en drive. Et eux, ils sont en ambulant sur les marchés. L'ambulant revient très à la mode. J'ai vu des stats. Il y avait de plus en plus, il y a des coiffeurs ambulants qui passent dans les petits villages. Il y a des donc en tout cas, c'est c'est un canal de distribution qui peut être très intéressant. On va parler de vos flux de revenus. Est-ce que vous avez des questions? Bon, soit vous avez rien compris, soit c'est clair. On va avancer. Comment? Merci. Les flux de revenus, ça va être le nerf de la guerre, ça va être comment vous allez gagner de l'argent. S'il y a bien une chose que la crise nous a appris, n'ayez pas un seul et unique flux de revenus. Si jamais vous regardez tous ces restaurants qui en fait se sont réinventés avec la crise, tous ces commerces qui se sont réinventés, qui ont dû créer des plateformes à côté, réfléchissez pas, je vous dis pas de réfléchir à une crise, mais par contre avoir plusieurs flux de revenus c'est très intéressant.
Les flux de revenus, c'est votre façon de gagner de l'argent, comment vous allez rentrer de l'argent. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ce qu'on appelle du revenu passif. En vrai, quand ça fait une dizaine d'années, quinzaine d'années que j'ai des sociétés, là où ça devient le plus intéressant, c'est quand en fait je suis en vacances avec mes enfants et mon mari à Biscarrosse et qu'en fait j'ai mon compte qui se crédite parce que j'ai mes flux de revenus passifs qui fonctionnent. Pensez aux flux de revenus passifs. Ça vient peut-être pas tout de suite, mais c'est hyper intéressant quand on est entrepreneur de savoir que même quand on dort, on a de l'argent qui rentre. On va en parler un peu. Ah oui, et l'idée c'est vraiment d'aller créer des flux de revenus qui sont différenciants de votre concurrence. C'est-à-dire que si on reparle du vrac, s'il y a 12 boutiques en vrac et vous dites ouais, moi j'ai une super idée, je vais ouvrir une boutique en vrac, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller de prendre un camion ambulant pour vendre ses bocaux? Les flux de revenus donc le premier flux de revenus classique, c'est la vente de biens. Ça c'est les éditions 23h59 qui font des carnets. Leur job c'est de vendre des carnets. Point. L'école de Traverse, ils vendent des services qui, comme je vous disais tout à l'heure en ligne, des cours autour de la créativité. Donc les deux premiers flux de revenus, vente de biens, vente de services, un grand classique, vous allez sûrement tous y passer. Le deuxième flux de revenus, c'est ce qu'on appelle des frais d'usage. Ça marchait très bien à l'époque pour les opérateurs téléphoniques, vous savez, plus vous avez des gros forfaits et en fait plus vous payez cher. Les frais d'usage, là c'est des tontons. C'est une boîte de com à Lausanne. Eux, ils sont carrément exceptionnels. La façon dont ils sont différenciés, c'est qu'en fait, ils se font rémunérer au chiffre d'affaires que leur com apporte aux sociétés et aux personnes qu'ils accompagnent. Ils se définissent absolument pas comme un prestataire, mais comme un partenaire. C'est toute la différence avec une boîte de com. Parce que concrètement, il y a des personnes qui vous font un logo. J'espère qu'il n'y a pas trop de graphistes sur une boîte de com. Et vous faites un logo, une identité graphique, vous donnez le bébé avec les réseaux sur Canva à vos clients, et puis vous leur dites bah, bonne chance. Mais en vrai, on ne fait pas de la com pour faire joli. On fait de la com pour développer des communautés et pour faire du chiffre d'affaires. Ils ont tout compris. Ils sont passés de 2 salariés à, je crois qu'ils sont une trentaine maintenant, en moins de 2 ans pendant la crise. Et leur différence, c'est qu'ils ne sont pas un prestataire, mais un partenaire. Les différents flux de revenus, il y a la location. Ça, c'est les tissus. Ça, c'est vraiment canon. Quand on est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, mais quand on est parent, s'il y a bien un truc qui nous gonfle, c'est de voir, c'est de voir des chambres remplies de jouets et puis continuer d'en acheter parce qu'il faut bien qu'on se déculpabilise de travailler trop auprès de ses enfants. Donc eux, ils ont carrément créé un concept de box de jouets. C'est-à-dire que vous choisissez une formule, vous la recevez, l'enfant joue, vous la renvoyez et vous recommencez. Ça s'appelle de la location. Ils sont allés sur un marché de Toys R Us, King Jouets et toutes les boutiques de jouets qu'on peut connaître, plus tout ce qui se passe en ligne aujourd'hui pour acheter des jouets. Nature et Découverte sont en ligne, les raffineurs sont en ligne, ils ont des gros concurrents, sauf que eux, ce qui les différencie de tous les autres, c'est leur flux de revenus qu'il a et la location. On parlait tout à l'heure du petit ballon, et ils reviennent sur le marché. Le petit ballon, en fait, quand ils sont arrivés, moi à l'époque j'avais une cave à vin, je me disais, les gars, vous pouvez toujours y aller, essayez de vendre des box en vin, du vin en box, j'aimerais seulement voir ça. Ils vont tous défoncer, complètement. Et eux, leur flux de revenus, en soi, ils sont comme une cave à vin, ou un bar à vin, sauf que leur flux de revenus, c'est des box en abonnement. Comment ? En France. Ouais. Leur marché. Exactement, ouais. Je me demande s'ils sont pas sur l'étranger maintenant. Mais à voir. Ouais, mais c'était déjà énorme. Ils sont allés là où personne ont été. Sauf que leur job, si on leur prend, ils vendent du vin. Tout simplement. La seule chose qui les différencie, c'est que c'est en ligne et des abonnements. Pensez vraiment à l'abonnement. L'abonnement, alors attention, on ne fait pas comme les salles de sport, comme l'orange, rose, bleu, il y a 15 ans. On ne signe pas un abonnement sur un an. Au niveau de l'abonnement, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est du Netflix. Netflix, ils adorent, ils le disent partout. C'est sans engagement, vous vous désabonnez tout le temps. Vous vous abonnez quand vous voulez. Qui s'est désabonné quand il a fini de regarder Walking Dead ? Personne. On a continué de payer Netflix et puis en plus, ils nous ont proposé autre chose. Ils sont hyper méga forts. La salle de sport, eux, ils nous engagent sur un an, on n'y va pas. Netflix nous engage sur toute une vie. Comment ?
Ouais, Spotify, Deezer, Zoom. On a plein de trucs en freemium. Le freemium, en fait, c'est vous avez une version gratuite, puis rapidement vous voyez les trucs là comme ça auxquels vous n'avez pas accès. Vous dites mais mon Dieu, mais qui sont ces gens qui peuvent y avoir le droit? Ça a l'air génial. Et puis on paye. Hein. Qui a pas Canva Pro aujourd'hui? Ah ouais? Vous n'avez pas été appelé par le mal, mais vous allez y venir. Le dernier flux de revenus, c'est la publicité. C'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Le jour où vous commencez à avoir des communautés intéressantes, aujourd'hui la publicité peut aussi s'appeler de l'influence. Donc je vous parlais tout à l'heure du filtre de la newsletter. Eux, ils vivent uniquement sur des sponsors ou des annonceurs ou de la publicité. Enfin voilà, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Aujourd'hui, nous, on a une communauté, attention, on n'est pas les mêmes situations, mais je crois qu'on a pas loin de 7000 abonnés sur Instagram. Je pense qu'il n'y a pas une journée où en fait on nous demande si on ne veut pas faire la promotion de leur thé, de leur salle de sport. Imaginez bien qu'on a dit non, la salle de sport. Mais voilà, quand vous avez des jolies communautés qui sont très engagées, ça peut être un flux de revenus qui peut être intéressant. Nous, on a fait une levée de fonds il y a 6 mois de ça pour créer notre deuxième lieu. Et en fait, on a fait jouer justement le fait qu'on avait une communauté et qu'on venait de faire une levée de fonds. On a fait jouer ça pour avoir l'aménagement de notre salle créa, des tableaux au mur, notre cuisine, de l'équipement. C'est un flux de revenus, ça fonctionne. Vous pouvez même carrément baser tout un business dessus. On vient de parler... Oui, pardon. Est-ce que plus on a de flux de revenus, est-ce que plus c'est intéressant ou ça peut être un peu... Ouais, j'en ai 7. Ok, d'accord, très bien. J'ai 7 flux de revenus, déjà un peu plus en fait. Ok. Et en effet, c'est plus intéressant, ça vous fait... Alors, il ne faut pas que ça vous fasse perdre du temps. Vous connaissez la loi de Pareto? C'est le 80-20. En fait, j'ai 20% de mon temps qui me génère 80% de mon flux de revenus, et le reste, ça m'amuse un peu. Donc mon e-book, il doit faire, je sais pas, on a un e-book qui tourne, je sais pas, je crois qu'il a fait 5 000 € en 2022 de chiffre d'affaires. C'est pas énorme sur 500 000 € de chiffre de CA, mais ça paye une sortie avec l'équipe. Donc en effet, intéressez-vous à plusieurs flux de revenus. Ce qui peut être intéressant, c'est quand vous en avez un qui est bien rodé, c'est d'aller chercher le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ok? On a vu le haut de l'iceberg, le persona, les offres. Je suis hyper à la bourre. Oh putain. J'ai commencé 15 minutes en retard. On a vu donc le persona, les offres, comment on communique avec eux, comment on distribue notre offre, nos flux de revenus. Et maintenant, on va parler le bas de l'iceberg, votre boîte en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui fait que vous avez de ce dont vous avez besoin pour délivrer votre offre? La première chose, ce sont les ressources. Les ressources, je les classe en 4 catégories. Les ressources, c'est ce qui va vous permettre de définir vos investissements de départ pour monter votre boîte. Donc, il y a déjà les moyens immatériels. Vous pouvez avoir besoin d'un brevet, des droits d'auteur, de compétences, de diplômes. Je sais que, par exemple, les coiffeurs, ils doivent avoir un diplôme particulier pour ouvrir un salon de coiffure. Nous, en tant que sommelier, on doit avoir un diplôme, alors moins maintenant quand même, mais à la base, on devait avoir un diplôme pour pouvoir ouvrir des bars à vin, pardon. Vous pouvez aussi également avoir besoin d'un fichier client. Dans brevet droit d'auteur, quand on a créé l'école à One The World, moi je pensais qu'on ouvrait une école, on faisait ce qu'on voulait et puis c'est tout, pas du tout. On devait être organisme de formation, être Datadocké, puis Calliope, puis RNCP. Donc on avait besoin d'accréditation. Faites attention, vous aussi, peut-être que vous allez avoir besoin d'accréditation. Il est où le jeune homme avec le jeu? Alors, la loi E20, t'as déjà entendu parler? La loi E20? La loi E20, en fait, c'est tout ce qui est réglementation autour des jeux et de l'alcool. Il faudrait que tu t'y intéresses peut-être un petit peu. Donc ça, en fait, en effet, ça peut faire partie des moyens immatériels que tu peux avoir pour délivrer ton offre. Ensuite, il y a les moyens humains. Est-ce que vous avez besoin d'associés, d'investisseurs, de salariés, de freelance, de partenaires? Est-ce que vous allez réellement pouvoir délivrer votre offre? C'est véridique, je l'ai vu plusieurs fois, des dossiers arriver en banque
le banquier disait, bah ok, vous allez être combien à délivrer à cette offre, je vais faire toute seule, je vais bosser 70 heures par semaine et tout. Là, le banquier, il vous prête pas en fait. Vous n'êtes pas lucide sur la situation. Entourez-vous. Faites en sorte de vous entourer, d'avoir, que ce soit, oui, associés. Les salariés, ça peut faire flipper dans un premier temps. Il y a des freelances qui peuvent bosser avec vous, que ce soit en com, en comptabilité, en pilotage d'entreprise. Donc n'hésitez pas à vous entourer. Plus vous êtes entouré, quand vous allez en banque pour aller ou auprès d'investisseurs pour lever des fonds, plus en fait ils vont croire en vous, et surtout vous entourer, ça vous permet de dire ok, je vais pas pouvoir tout faire, je vais savoir déléguer et je vais être un vrai manager. Les moyens, on a parlé des moyens matériels, mais il y a aussi des moyens immatériels, mais il y a les moyens matériels, site de fabrication, véhicule, site internet, local, mobilier, le matériel informatique, c'est-à-dire que si vous avez un vieux PC qu'on vous a offert quand vous avez eu votre bac il y a 15 ans, il va peut-être falloir réfléchir à prendre des trucs un peu plus performants. On n'oublie pas, en effet, si vous ouvrez des lieux ou des bureaux, on n'oublie pas tout ce qui est matériel, chiffrez-le, soyez allez le plus dans le détail pour que vous ayez une enveloppe de vos investissements de départ. Et les moyens financiers. En moyens financiers, on a besoin de trésorerie, on a besoin de prêts, vous pouvez avoir besoin de prêts, vous pouvez avoir besoin de garanties financières. La trésorerie, c'est ce que vous allez entendre, c'est ce fameux mot qu'on peut vous appeler le BFR, les besoins en fonds de roulement. Une entreprise qui commence sans trésor, je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis pas que c'est impossible parce que je l'ai fait. J'ai commencé avec 75 € la société que j'ai actuellement. Par contre, je ne me suis pas payée pendant 2 ans pour justement pouvoir monter la trésorerie. Donc en fait, il faut faire des choix. Ça, c'est vos moyens. Maintenant, c'est les activités que vous allez devoir faire au sein de votre entreprise. Je crois que je vous ai pris l'exemple. Ah ben non, même pas. Vous avez différents types d'activités que vous devez faire. C'est là où en fait vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir forcément créer tout seul. La première chose, c'est que vous allez être dans le faire. C'est des activités qui sont liées à la production. Vous allez devoir créer, produire ou livrer. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir vendre. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir la meilleure application, le meilleur business, la meilleure offre, si vous n'allez pas la vendre, ça va pas être connu. Si vous pensez réellement que les clients vont venir à vous, pendant les 3 premières années, vous vous plantez un peu. Il va falloir y aller. Soit vous faites de la prospection sur emailing. Attention, quand on n'achète pas de fichier client, on monte plutôt une communauté en newsletter. On fait ce qu'on appelle de la database. On la monte et elle est qualifiée. Vous pouvez faire aussi du démarchage téléphonique et de la gestion de CRM. Le CRM, c'est votre fameux fichier client fidèle. Fameux fichier client que vous allez... vos clients, vous allez devenir rendre fidèles. Juste, oui. Alors, je suis sur le cul, ouais, je vais dire oui. Mais il faut que ce soit hyper ciblé. Mais en vrai, ça marche hyper bien. Et je te dis que je suis sur le cul parce qu'en fait, mon mari a sa boîte et toute cette semaine, il a fait de la prospection téléphonique. Il a sorti 8 contrats, j'ai pas compris. Mais tu m'aurais demandé il y a une semaine, je t'aurais dit non. Mais là, apparemment, ça marche. Le emailing, juste pour vous donner, pour ceux qui se disent « Ah putain, mais la newsletter, c'est complètement has-been ». La newsletter, en taux de conversion, quand c'est une clientèle ciblée, qui est vraiment intéressée, en taux de conversion, la newsletter, vous pouvez monter. Nous, actuellement, on est à 80% de taux d'ouverture. Ça veut dire que quand je l'envoie à 1000 personnes, j'en ai 800 qui ouvrent notre newsletter. Sur Instagram, je suis à entre 4 et 6%. Donc quand j'ai une communauté de 1000 personnes, j'en ai que 60 qui voient. Oui, c'est ça. Donc le emailing fonctionne très très bien. La moyenne quand même, les stats de emailing, les moyennes sont entre 30 et 39%, et Instagram c'est entre 4 et 9%. Vous avez aussi toute votre team de soutien, donc tout ce qui est gestion administrative, comptabilité, ressources humaines. On ne dénigre absolument pas tout ce qui est gestion administrative et comptabilité. Ça s'appelle piloter son entreprise. Vous devez avoir ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs clés de performance sur tous vos objectifs, et vous devez contrôler tous les mois. Chez nous, on est un peu psychorigide.
c'est toutes les semaines, on va contrôler nos indicateurs clés de performance. Donc on va contrôler les objectifs qu'on s'est posés, avoir 3000 personnes sur la newsletter, avoir un engagement sur Instagram de 6%, avoir un trafic sur notre site de 200 personnes par jour. Ça, c'est de la gestion, c'est de la gestion et du pilotage. Vous pouvez déléguer ça, vous pouvez le faire vous également, mais ça fait partie des tâches que vous devez faire. Tout ce qui est communication, les réseaux sociaux, la création de visuels, la gestion des... gestion des emails, j'en ai 2 fois. Mais en tout cas, c'est un axe qui est important. Il y a quelques temps, en conférence, on m'a demandé si c'était possible de monter une boîte sans communiquer. Oui, c'est possible. Vous allez juste mettre beaucoup plus de temps que les autres. Ou alors, vous passez votre vie dehors à faire du réseau et à vous faire connaître. Donc, en tout cas, les deux sont intéressants. Mais en effet, tout ce qui est communication, aujourd'hui, sont des activités indispensables dans une société. Et je ne vous parle pas forcément d'Instagram. Pinterest, c'est hyper puissant. 35% du chiffre d'affaires de Maison du Monde se fait sur Pinterest, en ligne, pardon. Vous avez le podcast, vous avez LinkedIn, vous avez Discord, vous avez qu'est-ce que j'ai oublié, Facebook aujourd'hui, ça me paraît un peu, j'ai pas trop d'avis dessus. Donc peu importe le canal de communication que vous avez choisi, si vous l'avez choisi, vous y allez et vous y allez à fond. Vous en prenez pas 50, vous en prenez 1 et vous allez à fond. Et tout ce qui est logistique, passer les commandes, les inventaires, la gestion des stocks, tout ce qui est également en activité réseau et plateforme. Si vous avez une boutique en ligne, vous devez en fait l'animer et mettre à jour les stocks. Tout ce qui est plateforme, la vente qui se fait par emailing et tout ce qui est plateforme logistique également doivent être, je vais y arriver, doivent être considérés dans vos activités de votre société. On était quoi? Ressources partenaires. 3. Il m'en reste 3 ou 3 minutes? Ah, alors je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Pour vos partenaires, alors ça va être très simple. Pour moi, il y a une team de base à avoir en partenaire. La team financière, la team fournisseur et la team collaborateur. On choisit pas un comptable parce qu'un tel ou un tel vous l'a conseillé. On choisit un comptable parce qu'il croit en votre projet, parce que vous avez du feeling avec lui. La banque, c'est pareil. Ne croyez pas en fait que vous allez dire au premier banquier qui vous dit oui, vous allez partir avec. Vous allez dire au banquier, le banquier qui va croire en vous, croire en votre projet, celui où vous allez voir un peu des étincelles dans les yeux, c'est avec lui que vous devez bosser. Les investisseurs, Initiative Grand Annecy, Caroline est là, non? Ouais, je coupe France Active. Vos fournisseurs, faites attention à bien choisir des fournisseurs qui portent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que vous, et les collaborateurs. La solution pour les collaborateurs, c'est de lister toutes les compétences dont vous avez besoin et que vous ne savez pas faire, et vous allez les chercher. Je vais vous parler de 2 partenariats innovants. Oui, j'avais pas fait ça. Les chaussures Veja et Make My Lemonade, je ne sais pas si vous connaissez. Veja font des chaussures plutôt engagées écologiques. Make My Lemonade, elle, est implantée sur la mode féminine. Et en fait, ils ont fait une collab ensemble. Ils ont vendu 10 000 chaussures en moins de 48 heures. Et après, en fait, c'était une collab qui a duré 48 heures. Le partenariat le plus innovant, mais qu'on n'a pas encore vu naître, c'est Burger King qui demande à McDo, officiellement dans le Times, de faire un partenariat pour, je crois que c'était le jour la journée du burger, je sais plus ce que c'était, et créer le Mac Whopper. C'est comme ça en fait où Burger King a carrément explosé et se fait connaître par sa com et se différencie de McDonald's. Et la dernière chose, c'est les charges fixes. Là, je vous conseille de prendre des photos. Voici la liste de toutes les charges fixes que vous devez avoir. Et dedans, j'ai pas mis imposition. Donc forcément, tout ce qui est loyer, salaire brut, pensez à vos vacances. Il n'y a plus d'entrepreneurs qui cotisent pour vous pour les congés payés. Votre électricité, vos assurances, vos mutuelles, vos prévoyances. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous vous assurez. Il y a quelques années, mon expert comptable, je disais, je ne sais pas dans quoi m'assurer. Toutes les assurances me proposent des trucs. Il m'a dit, ok, assure ce qui est le plus important pour toi. Bon, pour le coup, c'est moi. Donc, du coup, c'est ma tête qui est assurée. Donc, pensez à bien vous assurer. Tout ce qui est téléphone, les logiciels, les Canva, les Airvent, les Planoly, les Calendly, tout ce qui va vous permettre de délivrer votre offre et ses process. Un expert comptable, des frais bancaires, pensez à la formation, faites-vous une trésorerie, pensez à vos investissements, de la publicité, vos logiciels de mailing,
Tout ça, c'est la base de vos charges fixes. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est que quand vous en avez plein la tête et que vous devez absolument revoir votre business model, et ben vous faites une pause. Il y a 10 jours, j'ai craqué. Je pensais que j'étais dans un océan bleu de dingue, que j'avais pas de concurrents. Et en fait, forcément, quand vous avez des business models inspirants et innovants, vous avez de la concurrence qui arrive. Et en fait, j'ai demandé à mes équipes de faire une analyse de la concurrence. On n'est plus du tout dans un océan bleu, on est dans un océan rouge. On a fermé la boîte temporairement, on a fermé le loft. Le loft, c'est notre tiers-lieu. Et ça fait 15 jours où on bosse avec mon équipe sur notre business model. Donc régulièrement, 2 fois par an, travaillez votre business model, retravaillez vos flux de revenus, travaillez vos canaux d'acquisition, faites des pauses. C'est pas, au contraire, c'est pas un signe de faiblesse, c'est bien au contraire un signe de force. Vous vous remettez en question. Si vous avez des questions, je suis là pendant les 48 heures. Je suis désolée, ça a été hyper vite. Merci.